c'est-à-dire que quand ça pète, on utilise le feu. Les gens qui réagissaient en Afrique, ils réagissaient avec les flèches, certainement. Les saguets. Mais eux, c'était la puissance du feu avec les armes. Donc, avec les armes à feu, on peut tuer beaucoup de loin. On peut tuer de loin et on te voit venir. On te voit venir. Voilà. Avec un saguet, il faut être vraiment C'est ça. proche. Donc, c'est tous ces pouvoirs-là qui ont permis à l'Occident, à la France, de gagner cette bataille-là. Donc, ils se sont imposés. Maintenant, à l'arrivée de la post-colonisation, bon, ils sont partis certainement politiquement, mais stratégiquement, ils sont restés là. Ils sont restés là. Et avec les dirigeants qui nous ont... Les voilà. C'est-à-dire que, comme l'a écrit Frantz Fanon, peau noire, masque blanc, les blancs sont partis physiquement, mais ils ont laissé d'autres blancs qui avaient la caractéristique essentielle d'être blancs, mais à la peau noire. Ce qui veut dire que hier, si le blanc qui prenait le fouet pour fouetter le noir, aujourd'hui c'est le noir qui prend le fouet pour fouetter le noir. Et il fouette encore avec beaucoup plus de violence. Et quand on voit au Congo-Brazzaville, c'est tout comme ça. C'est tout comme. Puisqu'on a un président qui est là, qui fait s'ouvrir ses propres populations. Je suis désolé, mais quand on prend les choses, c'est tout comme. Monsieur Sassou Nguesso a construit les Congolais comme étant ses ennemis, alors qu'ils ne devaient pas être ses ennemis en tant que tels. L'intimidation qu'on voit aujourd'hui, ça procède de la même chose. Je suis désolé de le dire, mais quand on réfléchit un peu trop, on est toujours étonné comment est-ce que l'Africain peut faire convoquer une intelligence extraordinaire pour massacrer son propre peuple. Et là, les Occidentaux qui voient ça, ils ne le disent pas, mais ils applaudissent à côté, en disant que nous physiquement, c'est pas nous, hein. C'est eux. Donc il y a un rapport à la responsabilité et la responsabilisation de l'acte. L'acte, le responsable cesse d'être directement le blanc qui fouettait, Léopold II qui coupait les bras des gens, machin. C'est maintenant les Africains eux-mêmes qui coupent les bras. Ils disent, nous on n'est pas là. On n'est pour rien. Ouais. C'est eux-mêmes, voilà. Et ils le font avec une férocité. Pendant les guerres civiles, alors, c'est la période par excellence où la férocité du noir se fait montre par rapport à l'autre noir. Donc, c'est ce qui fait que la France est vraiment attachée à ces conflits. Voilà, on a fait encore cette année. Moi, je suis désolé, je parle beaucoup. C'est les intérêts. Bon, les intérêts, voilà, mettons les intérêts. Maintenant, comment s'est bâti ces intérêts-là? Bon, les intérêts. Je prends ce qu'on appelle les grands indicateurs d'économie. Le produit intérieur brut, par exemple. Le produit intérieur brut, c'est l'ensemble des biens fabriqués ou bien des revenus qu'un État produit à l'intérieur de son pays. Il y a le produit national brut. Le produit national brut, c'est l'ensemble, en parlant de la France, l'ensemble des entreprises françaises qui fabriquent des choses à l'étranger et qui ramènent, n'est-ce pas, dans l'économie du pays à l'intérieur. Tu vois? Et on enlève aussi ce que les entreprises des autres pays produisent en France et qui renvoient chez eux dans leur pays. Le produit national brut. Et ce sont des indicateurs de l'économie qui, je pense, aujourd'hui, dans tous les pays, naturellement, il faut que l'économie soit en équilibre. Et quand je regarde un peu l'économie de la France, mais l'économie de la France est foncièrement basée sur ses rapports avec l'Afrique, et l'Afrique noire en particulier. Et que la France et l'Occident d'une manière générale, dans leur rapport avec le monde arabe, c'est différent. C'est différent. Les guerres se situent où? Mais fondamentalement, dans les pays arabes. Parce que je pense que les pays arabes ne cèdent pas ce qui leur appartient assez facilement aux puissances occidentales. Parce qu'avec les Arabes, tu veux venir chez moi, mais je te fais la guerre. Ouais, c'est ça. Je te fais la guerre, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Les bombes qui explosent par-ci, par-là, il faut que les gens à un certain moment s'interrogent sur les motivations de poser des bombes par-ci, par-là. Mais les Noirs ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Je ne dis pas que les Noirs doivent le faire également, mais comprenons que quand on a affaire à des Noirs, à des pays africains noirs,
la tâche est beaucoup plus facile pour ceux qui veulent prendre les choses dont ils ont besoin, parce que le rapport, c'est quoi? Les Occidentaux, les Français sont tellement allés loin dans le progrès, dans l'exaltation de la science. J'ai dit tantôt que eux aussi, hein, ils ont brûlé les sorciers hier. Mais c'est parce qu'à l'époque aussi, leur niveau d'intelligence était limité. Et quand ils ont découvert la science, quand ils ont découvert que non, mais quand une femme ne peut pas faire des enfants, c'est pas une malédiction de la société, mais c'est parce que dans son corps, par exemple, il y a des trompes qui sont bouchées. Et que la science permet de voir ça et aller soigner. Et quand on soigne la femme, alors que chez nous en Afrique, une femme qui n'a pas donné d'enfant est frappée de malédiction, alors que c'est pas ça que c'est. Mais en Europe, ils ont résolu ça. C'est la science. Donc, vous êtes, madame, venez à l'hôpital, on vous fait des visites, on va, ah, mais voilà, vous avez tel problème, ça peut se soigner ou ça ne peut pas se soigner. Si ça ne peut pas se soigner, on vous dit que non, mais là, voilà. Ça ne peut pas soigner. Voilà. Mais l'Afrique est restée attachée à ça. N'a pas travaillé la science. Et même ceux qui, comme toi et moi, nous venons pour apprendre la science, on ne va pas exercer chez nous, on ne nous donne pas un espace pour bien mettre en évidence l'intelligence qu'on a eue. On fait toujours appel aux blancs qui doivent même construire une maison de 2 étages. Il faut que le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage soit un blanc. Alors qu'il y a bien des architectes qu'on a fabriqués au Congo. Ça, c'est la fuite de cerveau. La fuite de cerveau est là. Et si les cerveaux continuent à fuir, ce sont les pays occidentaux qui en profitent en nous payant moins cher en plus. Et les gens qui sont au pouvoir au Congo-Brazzaville, par exemple, ils préfèrent faire venir des blancs qui n'ont pas par avoir l'intelligence que nous avons, parce que quand nous sommes en Occident, on est tellement dans des situations difficiles que nous voulons réussir. Et nous travaillons très très dur, là où le blanc ne fait que le minimum. Et quand un blanc a une maîtrise, moi j'ai un doctorat, l'Africain préférera prendre le blanc qui a la maîtrise parce qu'il est blanc déjà. On pense que être blanc déjà, c'est l'intelligence par excellence. Et puis toi, qui as beaucoup d'intelligence, non seulement tu es sous-utilisé ici, et chez toi-même là-bas, on ne veut même pas te voir. Voilà tous les éléments qui montrent le sous-développement. C'est tout cela. Bon, maintenant... Revenons au problème du Congo. Par rapport à la France, oui, d'accord. Tout ce qu'on dit là, ce n'est pas inutile. Bon, revenons. Pour faire une radioscopie de ces rapports avec la France, je suis absolument sûr que la stratégie de la France par rapport au Congo-Brazzaville est une stratégie foncièrement liée à l'entretien de l'économie française. Comment? Mais comment? C'est tout simplement par ces rapports économiques que la France entretient avec le Congo-Brazzaville. Qui ne sait pas que la compagnie Elf, par exemple, c'est la compagnie la plus qui a pignon sur rue au Congo-Brazzaville. La compagnie Elf, il y a Bolloré, il y a Bouygues. Il y a Elf, c'est maintenant total. Oh, mais écoute, ils ont changé. Est-ce que l'essentiel n'a pas changé, hein? C'est les toilettages, changer de nom, bon, c'est stratégique, mais fondamentalement, c'est l'exploitation du pétrole congolais. Donc, mais est-ce qu'on a suffisamment de pétrole pour que les Français vraiment l'œil sur... Ben attends, mais ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de matières premières. Des cargaisons fantômes, oui, voilà. Bien sûr, on va revenir là-dessus. Mais Loïc Le Faux-Pigeon, maintenant, qui fait la guerre à Sassou. Qui fait la guerre à Sassou, mais ça, quand ce qu'il a dit, moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit, mais je n'oublie pas que quand on a mis la démocratie en place au Congo-Brazzaville, au temps de Lissouba, c'est Loïc le Faux-Pigeon qui était là aussi, hein, et qui nous a fait la misère quand même, hein, et qui était bien l'ami de Sassou Nguesso. Mais une fois de plus, c'est un peu comme les opposants qui sont venus avec Sassou Nguesso pendant la guerre, qui s'en sont fâchés. Loïc le Faux-Pigeon aussi soutenait Sassou, mais maintenant il s'en est fâché. Il a fait combien d'années là-bas? Oh, je crois qu'il est. Il n'a pas 5 ans. 5 ans. De 89 à 93. Je crois qu'il a fait ça. Bon, maintenant revenons sur la France. Pour montrer que. La France et les rapports, c'est-à-dire. Même pas la France, l'Afrique aussi ne parle pas. L'Afrique n'a pas parlé. Mais attends, mais la France. L'Afrique attend que les Français parlent
pour... Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est ça, Le évidemment. pouvoir de ce soit a été reconnu par Paul Biya. Je ne sais pas qui encore, il y a encore un pays africain. Je crois que c'est notre voisin. Là. Bon, Oui, c'est mais notre- attends, mais tout ça, c'est des dictateurs qui sont là. C'est entre eux hein, que le président du Cameroun, Paul Biya, reconnaît Sassou Nguesso. Mais il est dans les mêmes... Ils sont pareils. Bon, revenons sur l'histoire de la France, là. Ce que je pense, en tout cas. Je pense que... là, je vais m'hasarder à dire cela, que la France ne peut pas vivre sans l'Afrique. Ça n'est pas possible. La France ne peut absolument pas vivre sans les rapports économiques avec l'Afrique. Bon, maintenant le problème essentiel, pourquoi? Parce que, bon, quand j'étais aux États-Unis, je t'ai posé la question de savoir, mais combien d'avions atterrissent et décollent de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle? Et c'est quand je suis revenu en France que j'ai eu la réponse autour d'un reportage qui avait près de 1600 avions qui décollaient, qui atterrissaient journellement à Roissy-Charles de Gaulle. 1600. Maintenant, quand tu multiplies tous les aéroports de la France, pour voir un peu la place, par exemple, du pétrole, parce que le pétrole, évidemment, c'est dans le transport. Un avion, pour décoller, il faut du kérosène. Voilà. Et puis en plus, quand tu descends maintenant avec la circulation routière, les véhicules qui circulent, nous-mêmes aussi, là, le pétrole, c'est-à-dire que le pétrole devient, le pétrole devient une denrée stratégique, ça a toujours été. Aujourd'hui, on essaie de travailler sur les énergies renouvelables, d'accord, mais le pétrole restera toujours vraiment une denrée, la source de la richesse des nations, c'est autour de ça. On ne peut pas faire... Bon, on parle des Les dérivés du pétrole et tout cela. Oui, il y a beaucoup de dérivés, bien sûr. On parle de l'énergie renouvelable. Mais oui. Mais c'est que c'est pas encore... Mais c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde. Oui. C'est pas à la portée de tout le monde. Et puis aussi, le pétrole continuera à rester. Je vais dire oui, c'est bon, Andrea, merci. Pendant longtemps encore. Pendant des siècles. Pendant des siècles. Donc je dis simplement que je crois que la France ne peut pas, déjà par cette énergie fossile et le gaz naturel. Maintenant, après, il y a d'autres choses aussi, il y a le bois aussi. Il y a le bois, il y a d'autres minerais qui sont là. Et puis aussi, il faut savoir aussi que pour l'énergie solaire, l'Afrique où il fait très chaud, l'Afrique du Nord, là, et tout cela, pour l'avenir, on a tout de voir ça comme une potentielle source d'énergie solaire qui va ravitailler l'Europe. Donc le truc au fond, c'est de voir que le centre attractif qui est l'Europe ou l'Occident, qui va chercher pour fonctionner, il faut qu'on aille chercher des matières premières ailleurs. C'est ça qui est fondamental, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, on ne refuse pas puisqu'on vit sur la même planète. On vit sur la même planète. Ce qui serait bien, serait que le commun des mortels, que les gens se disent que comment on peut à peu près partager à peu près équitablement les ressources naturelles de la planète entre les uns et les autres pour réduire un peu en fait le niveau des conflits. Parce que les conflits, si ça existe, c'est parce qu'on veut, c'est la distribution de ces matières premières-là. C'est mal réparti. On a créé un côté qui est éminemment riche et l'autre côté qui ne l'est pas. Et on a favorisé aussi le fait que ceux qui sont dans les pays pauvres veuillent aller vers les pays riches avec l'immigration, enrichir davantage. Parce qu'en Occident, quand on voit ceux qui viennent dans l'immigration, qui sont clandestins. Donc, si je vous comprends bien, on parle un peu du Congo, de Cortés du Congo. Donc, c'est le pétrole. Les Français ont les yeux sur le pétrole. Bon, ben, ça c'est l'attachement de la France. Mais je crois que le problème essentiel, c'est le pétrole congolais, bien sûr. Donc, c'est ça qui motive que la France ne veut pas. Ah, ben oui, mais attends, mais il y a des Africains, aussi qui peuvent prendre les responsabilités pour dire non, monsieur Sassou Nguesso. Mais c'est là. Comme une bêtise, c'est pas comme ça. Mais c'est là où les Français se trompent, éperdument. Il n'y a pas que monsieur Denis Sassou Nguesso pour protéger les intérêts de la France. Et personne au Congo ne s'est levé comme ça là pour dire que voilà, je vais briser les intérêts de la France au Congo-Brazzaville. Non, on a vu quand Lissouba est venu au pouvoir, il a voulu mettre un peu de choses. Ah non, Lissouba n'a jamais milité contre les intérêts de la France. Il a voulu voir peut-être... Il a voulu voir, c'est tout à fait normal. Et ça aussi, c'est quand même les Français qui l'ont poussé aussi à diversifier les partenaires. Quand François Mitterrand arrive au pouvoir, Lissouba arrive au pouvoir aussi pendant François Mitterrand. Mais quand Lissouba demande le fameux crédit relais à la France refuse que nous ne faisons plus cela. Mais on disait qu'il voulait acheter des armes avec ce crédit. Mais non. Il ne faut pas que les gens achètent les armes à un État
qui se respecte a le droit d'acheter des armes parce qu'il a des institutions qui remplissent les fonctions régaliennes de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une armée. Quand il y a une armée républicaine, c'est normal que cette armée puisse acheter les armes pour protéger le pays contre les envahisseurs étrangers. Voilà, l'armée, c'est ça. Le travail de l'armée, ce n'est pas pour aller buter les Congolais, c'est pour protéger le pays contre les influences extérieures. Dans le cas du Congo, par exemple, quand l'Angola fait des incursions dans le pays vers Dolisie là-bas et Kimongo, l'armée congolaise devait être à pied d'œuvre pour repousser les Angolais. L'armée congolaise n'est pas faite pour prendre les armes et les diriger contre les peuples. Ce n'est pas possible. C'est ça. Bon, revenons à notre discussion, à l'attitude de la France. L'attitude de la France, fondamentalement... Pourquoi ils n'arrivent pas à condamner l'attitude attends, déjà, quand on voit l'histoire de... J'ai bien peur, je peux me tromper également, que ce que M. Denis Sassou Nguesso a fait sur 40 ans au Congo-Brazzaville, il a certainement fait avec les Français aussi. À l'époque de Marien Ngouabi. Marien Ngouabi était à couteau tiré avec la France, non? D'Acosta avec le flec au Cabinda, là, et à l'époque, on se rappelle des discours enflammés de Marien Ngouabi à l'hôtel de ville de Brazzaville. D'Acosta, il est à Paris. Il vit encore, ce monsieur. Non, je ne sais pas s'il vit encore, c'était les gens du Cabinda, là, Donc, il faut d'abord savoir que Elf, qui découvre les gisements de pétrole au Congo à la fin des années 60 et début des années 70, c'est là que ça commence, les découvertes. Mais ça prend l'ampleur quand ça se vient au pouvoir, au début des années 80. Vers les années 80, je me rappelle, j'ai lu quelque part, les années 1974, 1975, la France déclarait que le Congo n'avait plus de pétrole. Oui, mais il y avait le pétrole, ils savaient très bien. Mais attends, c'est eux qui découvrent, pourquoi vous voulez qu'ils vous disent la vérité? Et trouvez votre intelligence pour aller savoir combien de gisements de pétrole vous avez. Et après, ça suffit au pouvoir. Ah, mais paf, comme tout d'un coup de baguette magique, parce que les Français savaient qu'avec Ngouabi,